Salut tout le monde, je suis vraiment très content de vous retrouver. Ça fait 2 semaines effectivement que je n'avais pas fait d'émission. Ça y est, je suis de retour de vacances. C'était cool, hein, j'ai bien profité. Le Bitcoin pendant cette période n'a pas beaucoup bougé finalement puisqu'il se trouve toujours sur son niveau clé des 30 000 $. En revanche, vous n'avez probablement pas manqué la poussée extrême, hein, on peut le dire, de XRP qui est passé devant le Binance Coin en capitalisation, qui reprend donc sa place historique de la 3e position derrière le Bitcoin et l'Ether, hein, mais évidemment le Tether je ne le compte pas. Et ça, c'est assez extraordinaire. Le procès traînait depuis 3 ans, XRP n'a pas du tout performé pendant le précédent bull market, et cette nouvelle sera probablement un des événements clés de cette année 2023, un événement positif pour la cryptosphère. On se rappelle beaucoup plus finalement des événements négatifs, notre cerveau est conditionné, l'être humain est conditionné pour ça, probablement c'est un instinct de survie assez logique. Et c'est pour ça que je pense assez important et essentiel de souligner les faits positifs qui peuvent se produire de temps en temps, histoire qu'on essaye de s'en rappeler le plus longtemps possible. Et en termes graphiques, ça peut nous offrir aussi des opportunités très intéressantes, on en reparle juste après dans l'émission avec l'analyse de XRP. Le programme d'aujourd'hui sera composé également d'une analyse sur le Bitcoin. On va voir un petit peu qu'une divergence potentielle, malheureusement baissière, est peut-être en train de se former. On ira parler de l'alcool dominance assez rapidement qui, regardez ici, est en train de se reprendre légèrement grâce à cet événement Ripple et le fait qu'ils aient gagné le procès, mais c'est peut-être trop léger pour estimer que là on est sur une reprise certaine. On va en discuter tout de même. Et puis je vais vous montrer un graphique qui reprend le Bitcoin depuis sa création avec simplement 2 lignes, très simple à analyser, très simple à observer, mais qui nous donne des informations très intéressantes, ce qui va me permettre de vous proposer une vision des choses un peu différente aussi de ce qu'on dit d'habitude sur le Bitcoin pour les mois, années qui viennent. Et puis en fonction du timing, je vous passerai quelques cryptos très intéressantes graphiquement parlant en ce moment, donc qui nous offrent des opportunités d'achat probablement intéressantes. Je ne sais pas si j'aurai le temps, de toute façon, si ce n'est pas le cas, ça sera pour l'émission de demain. Je vous passe la très courte introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de débuter, je vous montre rapidement cet outil que je vous partage donc sur cette chaîne, qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel sur un tableur et qui va vous permettre simplement de récapituler tous vos investissements. Si vous avez de l'argent sur Binance, Ledger, MetaMask, j'en sais rien, Kraken, BitGet, toutes les plateformes qu'on peut imaginer. Si vous avez par exemple 10 plateformes différentes, vous savez plus où vous en êtes, vous savez pas combien d'argent vous avez, vous rentrez tout sur cet outil. Et puis vous avez le récap total, vous savez combien d'argent vous avez par plateforme, vous savez combien vous avez en répartition pourcentage crypto et stablecoin, le pourcentage Bitcoin, Altcoin, le pourcentage Bitcoin plus Ether et Altcoin. Voilà, tout ça, ça permet de prendre les bonnes décisions dans vos investissements en fait de façon générale. Et puis son fonctionnement est très très simple, il y a un onglet ajoute tes cryptos, donc là il y en a quelques-unes. Par exemple ici, je vais mettre AVAX, voilà pour vous faire l'exemple. Et puis là vous voyez que son prix est récupéré sur la base de données externes, en dollars et en euros, et ensuite vous allez dire combien vous possédez d'AVAX. Par exemple ici vous allez mettre la plateforme Binance, là en numéro 2 vous allez mettre Coinbase, ici vous allez mettre MetaMask, tout simplement, et vous allez dire voilà, du AVAX sur Binance, j'en ai 10, vous regardez sur Binance. Sur Coinbase vous en avez 5 par exemple, et sur MetaMask vous en avez 4,35. Une fois que vous avez rentré tous les AVAX que vous possédez, ben voilà, vous avez simplement ajouté cette crypto à votre portefeuille. Vous savez ici par exemple dans cet exemple que ça représente 2% de votre portefeuille total, que ça s'ajoute également dans les stats pour les pourcentages crypto, stablecoin, etc. Donc plein d'informations quand même super intéressantes. Vous avez également un onglet pour entrer vos investissements fiat, ce qui va permettre de comparer vos investissements de départ avec la valeur totale de portefeuille, vous donner le ROI, les gains, etc. Pas mal de choses assez intéressantes. Et puis les plus-values qui peuvent vous permettre tout simplement de vous aider sur vos déclarations d'imposition. Voilà les différents types d'abonnements qui vous sont proposés, à savoir que l'abonnement permet d'avoir la récupération des prix automatiques des cryptos chaque heure, tout simplement. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir ça. En parallèle, vous avez dans la description de cette vidéo tout simplement toutes les informations, notamment une autre vidéo où j'explique beaucoup mieux pendant 20 minutes le fonctionnement détaillé de l'outil. Allez, on est parti avec le Bitcoin ici en weekly. Première chose que j'observe ici, c'est qu'on a touché la zone de survente en juin 2022, lorsque le Bitcoin était extrêmement baissier pendant de nombreuses semaines consécutives. Par la suite, une jolie divergence s'est dessinée ici, vous voyez, donc c'est-à-dire que là, on a eu un nouveau plus bas sur le Bitcoin, on allait chercher les 15 000 $ avec un RSI qui, lui, était en train de se reprendre. Confirmation de la divergence sur cette bougie, donc quand le Bitcoin était au 21 000, par la suite, on est monté au 30 000, et là, on voit que peut-être l'inverse se produit. On est venu chercher, alors, on n'est pas rentré en zone de surachat,
on a touché le haut du RSI. Le RSI, regardez maintenant, est en train de retracer. Le cours, alors c'est là où il va falloir être assez précis, hein. Le cours, est-ce qu'il a fait un nouveau sommet? Alors si on ne prend pas en compte les mèches, déjà, c'est clair et net que le nouveau sommet, donc sur la clôture, apparaît. Si on prend en compte les mèches, eh ben on voit également que le nouveau sommet apparaît. Donc quoi qu'il arrive, c'est clair que si là, on a, donc je reviens sur le RSI, si le Bitcoin chute par exemple au 25 300, il est possible que le RSI nous dessine finalement une cassure, et à ce moment-là, ça sera assez bearish pour ce dernier. Malgré tout, si on reprend le contexte global, ici on est en weekly, hein, sur cette petite analyse que je suis en train de vous faire, on est monté jusqu'au 23,6, on n'est même pas venu chercher le premier arrêt, donc l'analyse globale plus long terme laisse supposer que finalement cette divergence pourrait ne pas se confirmer et qu'on puisse pourquoi pas intégrer cette zone de surachat par la suite. Parce que finalement le retracement, enfin en tout cas la poussée haussière qu'on a eue ici a été que très faible en réalité, même si on est passé de 15 à 30 000 sur la globalité du graphique et sur les niveaux qui ont été atteints sur les Fibos, on reste assez faible. C'est possible qu'on vienne chercher les 36, voire les 42, voire au niveau des 61,8 de Fibo, la ZR, sur les 48 ou même les 57. Vous voyez, ça, ce sont tous les objectifs que le Bitcoin peut venir chercher, sans même que le bear market, c'est-à-dire le marché baissier de cette dernière année, soit remis en cause. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Bitcoin donc, qui était au mois de, ici, novembre 2022 à 15 000 $, un Bitcoin qui par exemple en novembre, on va dire un an plus tard, novembre 2023, dans quelques mois, soit sur les 48 000, sans que finalement ce bear market soit remis en cause, parce qu'on peut très bien venir là, retracer de nouveau, construire quelque chose sur le beaucoup plus long terme. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous faire. Ce dont je voulais vous parler sur l'analyse du Bitcoin. En termes de liquidité, et là si on regarde simplement tout ce qui est contrat dérivé, tout ça, donc excusez-moi, ça prend un petit peu de temps à s'afficher, à chaque fois cette page doit se réactualiser. Voilà, on observe qu'on a les 36 000 qui nous appellent assez proprement parce qu'on a cette liquidité à venir chercher, notamment avec un pic qui se trouve, un pic au niveau des liquidités qui se trouve au 33 600. On voit qu'au sud, les liquidités se trouvent beaucoup plus basses, mais par contre, ça cumule de plus en plus. Donc effectivement, un Bitcoin qui revient vers les 20 000, 21 400, vous voyez ici, c'est un bon niveau parce qu'on vient chercher cette mèche très importante aux alentours des 22 800 en termes de liquidité. Alors on peut faire le parallèle de ce qu'on vient de voir avec aussi donc finalement les Fibos. Pourquoi? Parce que les Fibos, on sait que c'est quelque chose qui est très très bien respecté sur les graphiques de façon générale. C'est aussi respecter d'ailleurs la suite de Fibonacci sur votre propre corps, sur le corps humain, sur ce qui est galaxie, tout ce qui est naturel, tout ce qui nous entoure, les arbres, tout ça, on retrouve finalement ces suites de Fibo un peu partout, et aussi sur les graphiques. Et ça, c'est de façon récurrente et depuis finalement la nuit des temps. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a, du coup, on a parlé pour faire la correspondance, des 20, alors je reprends le chiffre, 21 600, grosso modo, c'est le creux ici dans la liquidité. Et ça représente mon niveau de 61,8 de Fibo, donc le début de la zone de rechargement, à 100 $ près bien sûr. C'est jamais forcément hyper précis, mais on n'est pas à 100 $ près quand on investit sur un Bitcoin qui est déjà à combien, 29 000 $. Maintenant, si je reprends toute la baisse, voilà, je vois que le niveau, du coup, bon, c'est pas très précis ici parce que je l'ai pas forcément fait avec, avec l'aimant. Mais regardez, je vais essayer de le faire un peu mieux comme ceci. Voilà, je vais supprimer le Fibo précédent. Et on observe que les 38,2, regardez ici, se trouvent sur les 36 000 $. Et si je retourne sur la liquidité, on voit que le creux après finalement cet espace de liquidité est également sur les 36 000 $. Donc ça colle parfaitement en réalité et c'est cool de pouvoir faire cette petite comparaison. Alors on ira zoomer sur le Bitcoin en 4 heures en daily sur d'autres émissions. On va pas le faire aujourd'hui également, on parlera de la temporalité sur d'autres émissions, notamment avec le prochain halving qui approche à grands pas évidemment. Chaque semaine on est toujours de plus en plus près et c'est l'événement qui peut-être pourra déclencher le début d'un bull market, si ça suit en tout cas la temporalité de ces 10 dernières années. Bref, je m'étale pas là-dessus. On va observer ce graphique long terme qui est représenté par deux moyennes mobiles. Une qui est représentée en rouge, une en verte, donc on voit les deux bornes, la borne haute et la borne basse du graphique. En fait, comment est-ce qu'ils trouvent ces moyennes mobiles? Les personnes qui finalement établissent ou calculent ces choses-là, ils le font de façon hasardeuse, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une moyenne mobile, ils vont la mettre à un certain niveau, ils vont voir que ça colle bien avec les différents sommets précédents, donc ils vont supposer que le sommet suivant pourra également coller. Pareil pour la borne basse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin est de moins en moins volatile, qu'on voit qu'il fait une sorte de courbe comme ça, qui malheureusement
malheureusement n'est pas bien matérialisé par ces moyennes mobiles. Puisque vous voyez que ici, on vient, on va dire, en dessous de la ligne basse de façon assez durable. On voit qu'on vient de moins en moins chercher finalement cette ligne haute. Donc c'est fort probable quand on voit ça. Vous voyez qu'ici en 2013 on est venu 2 fois au-dessus de la ligne rouge. En 2017 une seule fois, mais de façon moins importante. Et en 2021 on l'a juste touché. Donc c'est possible que lors du prochain cycle on vienne s'arrêter en dessous. Donc ça ne va pas être un élément qu'on va pouvoir utiliser pour trouver un sommet sur le Bitcoin. Mais je constate quand même quelque chose d'intéressant sur ce graphique, notamment ici, regardez, on était en 2014. On peut observer que fin 2014, début 2015, on entre en dessous de cette ligne, de cette moyenne mobile verte, tout simplement pendant une période d'1 an, pour la casser de nouveau par le haut. On voit qu'on dessine, alors si je retourne sur un graphique pour vous matérialiser ça, on dessine quelque chose en demi-cercle, voilà, tout simplement, un Bitcoin qui chute, qui, lorsqu'il se reprend finalement, ne chute plus du tout, c'est-à-dire qu'il vient chercher à chaque fois de nouveaux sommets. Donc quelque chose d'assez propre. En 2019, donc là c'était en 2004, donc 2018-2019, le bear market précédent, et bien là, on voit que le scénario était tout à fait différent. On a eu cette espèce d'euphorie là qui s'est déroulée avec un Bitcoin qui est passé de 3 à 14 000 $ finalement au milieu du bear market pour de nouveau avoir une chute. Ce qui nous a représenté finalement une structure tout à fait différente, en W tout simplement. Donc le W on l'avait pas eu en 2013, on l'a eu lors du précédent bear market, et la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on va l'avoir là en 2023, 2022, 2023. Et quand je regarde ce graphique, donc ici on avait observé qu'on était passé en dessous de la ligne verte pendant une période de 1 an, ici ça a été beaucoup plus court puisqu'on a formé ce W, on a eu le crash Covid qui s'est enchaîné par la suite, ce qui a permis finalement ce retracement et qui était très très important. On est revenu aux 3 800 $ après avoir touché les 14 000 ici, c'était très surprenant pour la plupart des investisseurs. Et puis là aujourd'hui on voit que pareil, on entre dans cette zone verte, notamment en dessous donc, de cette ligne verte. Là c'était au mois d'avril 2022 et on voit que là on est actuellement en juillet 2022 et qu'on est peut-être on s'apprête peut-être à sortir de cette zone par le haut. Et j'ai l'impression, peut-être, qu'on a un scénario plutôt similaire à celui de 2015 ici, et que lorsqu'on sortira de cette zone, peut-être qu'on n'y rentrera plus en fait. C'est possible, finalement, qu'on ait un Bitcoin qui... je l'ai beaucoup comparé à ce précédent marché baissier, mais on voit que la hausse ici est beaucoup moins importante et beaucoup plus lente. Elle s'apparente beaucoup plus à celle de 2015. Maintenant, on n'est pas dans le même contexte financier, on n'est pas sur un Bitcoin si peu capitalisé, c'est quelque chose de beaucoup plus adopté, mais on voit cette similitude et c'est possible qu'effectivement là on fasse quelque chose comme ça qui retrace, pas forcément beaucoup pour ensuite performer après le halving sans qu'on ait forcément un réel W qui se dessine. C'est pour ça qu'en général, quand on investit dans quelque chose, on essaye de choper les différentes opportunités qui s'offrent à nous, puisque on ne sait pas quel scénario se produira. Ça veut dire que si vous avez aujourd'hui 10 000 € à investir dans le Bitcoin, ou que ce soit, je dis 10 000, ça peut être 1000, ça peut être 100, ça peut être 100 000, je m'en fiche, mais voilà, une certaine quantité, ça peut être intéressant de procéder par des achats en pourcentage et par palier. Par exemple, dire que si là le Bitcoin vient chercher les 36 000, si on a un retracement, ne serait-ce qu'au 38.2, je commence à investir. Pour quelqu'un qui veut investir, admettons 10 000 et qu'il a vraiment rien investi jusqu'à maintenant, il faut savoir que le prix actuel, même s'il est 2 fois plus élevé qu'en novembre, sur le long terme, est tout de même probablement très intéressant. Donc investir 20% de tout ce que l'on veut mettre sur les cryptos dès aujourd'hui, moi honnêtement c'est ce que je ferais avec un portefeuille, même si je devais débuter un portefeuille là maintenant. Mais sans céder à l'euphorie, mettre 20%, ça veut dire qu'on a encore 80% pour investir plus bas si ça chute. Voilà, donc après, à vous de voir, c'est-à-dire que là je vous parle du Bitcoin, évidemment, il faut regarder l'alcool dominance en parallèle, que je n'ai plus ici, parce que voilà, l'alcool dominance peut nous faire prendre également d'autres décisions. C'est-à-dire que là on voit que le Bitcoin est quand même haut, que l'alcool dominance a beaucoup chuté. En ce moment, c'est probablement plus intéressant d'aller mettre de l'argent sur l'Ether. XRP peut-être pas, on va regarder son graphique juste après, on a cassé quand même un niveau très important et vous avez vu sa capitalisation a vraiment doublé en fait, alors que XRP était déjà capitalisé à hauteur de plusieurs milliards, je sais pas combien exactement là. On est à 38 milliards, donc on sait dire que quand même on est passé de 20 à 40 milliards, c'est juste hallucinant en fait cette hausse qu'on a eue sur XRP. Ça me permet d'enchaîner justement sur le graphique de Ripple XRP. Regardez ici, on a cette ligne, cette diagonale qui est tellement bien tracée depuis le mois de février 2020 par rapport au dollar. On va enchaîner avec le graphique par rapport au Bitcoin, mais avant ça, je voulais simplement vous montrer que là, vous voyez, on avait un point de résistance très pertinent que l'on a cassé par le haut, tout simplement avec cette nouvelle sur le procès qui a été gagné par Ripple. Maintenant on voit que là on a un début de retracement, qu'on est venu en zone de surachat. Acheter du XRP maintenant c'est tout à fait on va dire inapproprié, je dirais. Vous voyez que là en fait le point
effectivement où je localise un achat sur XRP, si jamais je devais en recharger ou si ça m'intéressait d'en avoir tout simplement dans le portefeuille, plus que ce que j'en ai déjà, eh bien ça serait ce point-là. Et ce point-là, il est clairement ici, aux 53 centimes. Et si on ne l'atteint pas, tant pis, mais clairement, aujourd'hui, c'est plus le moment d'acheter du XRP. Voilà. C'est avant la news qu'il fallait en acheter. On en avait parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, notamment avec cette ligne de tendance. Le fait qu'on accumule ici avec un triangle rectangle, qu'on puisse observer qu'on avait une certaine résilience sur XRP, et c'était encore plus visible sur le graphique par rapport au Bitcoin, qui regardez ici depuis décembre 2020, on a cette tendance haussière qui se dessine avec ce canal qui était complètement contracté ici, et qui bien évidemment était voué à la cassure. Alors on l'a cassé certes, mais c'est très très léger. Je ne sais pas si on peut dire que cette cassure est validée en réalité sur ce graphique, puisque c'est vraiment trop léger. Donc c'est vrai, attention, ici par rapport au Bitcoin, on aimerait voir peut-être quelque chose qui clôture beaucoup plus au nord avant de conclure que peut-être XRP repart pour une session haussière très importante, même par rapport au Bitcoin. Et c'est ce qui va nous intéresser bien sûr pour investir sur Ripple. Voilà, donc j'en ai fini avec ça. On va voir maintenant le Binance Coin qui s'est fait doubler par XRP, qui a été très bullish ces dernières années et qui est sur un point de support très intéressant. Donc effectivement, pour le coup, c'est une crypto qui, pour moi, n'était pas du tout intéressante à l'achat ces dernières années et qui aujourd'hui commence à le redevenir. Parce qu'on est proche de ce point de support actuellement, qu'on a cassé cette ligne, cette petite diagonale récemment, qu'on a un point de support pas très loin ici, un peu plus bas, aux alentours des 200$. Donc oui, là il est à 240, vous pouvez le voir redescendre à 200. Vous pouvez le voir casser cette ligne des 200. À ce moment-là, ça sera bearish et je changerai d'avis. Mais tant que cette ligne des 200$ tient, je pense qu'il y a peut-être une opportunité à saisir sur le Binance Coin. Si on regarde le Binance Coin par rapport au Bitcoin, pareil, on voit que là, effectivement, on avait une jolie tendance haussière qui s'était dessinée. Là, on a touché un sommet extrêmement important avec le Fibo. On avait observé que c'était les 161,8. On revient sur un point de confluence. Très joli point d'investissement ici sur ce point de confluence. Finalement, ça casse par le bas. Et là, regardez, on a d'autres points de support un peu plus bas qu'on est venu chercher et qui également sont très pertinents. Si je reprends la hausse totale du Binance Coin, il faut quand même noter qu'on rentre dans une ZR, une zone de rechargement, de longue ici en l'occurrence, et que ça n'était pas arrivé. Bon, là, désolé pour toutes ces lignes, ça fait un graphique un peu moche. Je ne suis pas le spécialiste pour vous donner de très beaux graphiques, malheureusement. Donc ici, vous voyez qu'on était venu chercher les 38,2, un peu plus haut, on est venu chercher les 0,5. C'est la première fois depuis, regardez le mois de février 2021, qu'on vient chercher une ZR, une zone de rechargement, sur BNB Bitcoin. Ça prouve à quel point il était haussier jusqu'à maintenant et qui enfin retrouve un niveau qui finalement est honorable pour un investissement long terme. Voilà pour ça. Il y a beaucoup de... Voilà, je voulais vous passer beaucoup de petites cryptos, plein d'altcoins, mais je le ferai dans les émissions suivantes. Voilà, c'est la reprise pour moi. Je reviens de vacances comme je le disais, j'y vais doucement. Ça fait déjà une petite vidéo de 20 minutes. Demain, il y en aura une autre. Après-demain aussi. On va enchaîner, bien sûr, avec ensuite des choses plus intéressantes sur des cas spécifiques, des cryptos spécifiques, des graphiques qui nous intéressent pour des investissements, des paliers. On en parlera, bien sûr, toute cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous a plu. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. À demain. Ciao tout le monde.